Ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle en ce moment, c'est qu'on est face à un paradoxe assez étrange. Oui, tout à fait. On a réussi à créer des systèmes avec des capacités de raisonnement qui nous dépassent, mais on les a confinés dans une sorte de bocal, C'est ça. avec une mémoire minuscule. C'est un peu comme un génie qui souffrirait d'amnésie après chaque phrase. C'est une excellente image. Dans le milieu, on appelle ça le mur de la mémoire. Le mur de la mémoire, d'accord? Pour chaque nouvelle information, une ancienne doit partir. Il n'y a pas la place. C'est le goulot d'étrangement. Exactement. Et le papier de recherche qu'on analyse aujourd'hui, de Tariq Ouishime et ses collaborateurs, est particulièrement audacieux. Ah oui, Ils ne cherchent pas juste à repousser le mur, ils proposent de le faire sauter. Le titre, c'est « La mémoire comme résonance ». L'idée, c'est pas de construire un plus grand entrepôt, mais de se demander si une IA pourrait se souvenir comme nous. c'est-à-dire? C'est-à-dire en reconstruisant activement le passé, pas en archivant passivement des données. D'accord. Alors, avant d'explorer cette solution, arrêtons-nous sur le problème. Concrètement, la mémoire d'une IA, aujourd'hui, comment ça marche? On parle souvent de cache. Le KV-cache, c'est la méthode standard. Faut imaginer ça de la façon la plus simple possible. Une pile de briques. D'accord. Chaque interaction, chaque mot, c'est une nouvelle brique qu'on ajoute au sommet de la pile. Et pour comprendre le contexte, l'IA doit scanner toute la pile à chaque fois? À chaque fois. Donc plus la conversation est longue, plus la pile est haute, et plus le processus devient lent, et Extraordinairement coûteux. En énergie, en mémoire vive, tout ça. il a atteint le mur. Et j'imagine qu'on a tenté des choses pour contourner ça? Bien sûr, le domaine a exploré principalement 3 voies, qui sont en fait 3 impasses. Ok, alors la première, La première, c'est la plus évidente, l'expansion. C'est l'approche brute force, quoi. on construit plus grand. Voilà. Des technologies comme Flash Attention, ça a permis de construire des entrepôts de mémoire gigantesques. C'est impressionnant, mais ça résout pas le problème de fond. On recule juste l'échéance. C'est ça. L'entrepôt finira quand même par se remplir. D'accord. La fuite en avant par la taille. Et la deuxième option? La deuxième, c'est l'externalisation. C'est le fameux RAG, Retrieval Augmented Generation. Ah oui. L'idée, c'est de dire, puisque la mémoire interne est limitée, on va tout stocker dans une immense bibliothèque externe, une base de données. C'est un peu comme si l'IA avait un assistant qui lui passait des post-it avec les bonnes infos au bon moment. C'est exactement ça. Mais elle n'a pas lu le livre en entier. Voilà. Et le problème est là. Elle récupère des fragments, des fiches de lecture isolées, mais elle perd complètement le fil narratif. La continuité de la pensée est brisée. Ok, donc pour du question-réponse, ça marche, mais pas pour une vraie conversation. Impossible. Et la troisième voie? C'est la compression. Des architectures plus récentes, comme Mamba, essaient de prendre toute la pile de briques et de l'écraser. De la compresser. Oui, dans un état de taille fixe, on résume tout l'historique dans une sorte de signature mathématique. Mais cette compression est presque toujours synonyme d'érosion. On perd de l'information. Énormément. Les détails, les nuances, tout est flouté. C'est comme une image JPEG trop compressée. Au début, ça va, et puis très vite, on ne distingue plus rien. C'est un brouilleur de pixels. On sacrifie la fidélité pour la taille. C'est ça. Donc, si je résume, on a 3 solutions qui, au fond, ne font que contourner le problème. Soit on voit plus grand, soit on stocke ailleurs, soit on compresse et on perd tout. C'est un peu ça, la fuite en avant. Et j'imagine que c'est là que cet article propose de tout changer. C'est précisément là. L'article propose un changement de paradigme radical. Il pose une question simple. Et si on s'inspirait de la seule machine qu'on connaisse qui a une mémoire contextuelle quasi infinie? Le cerveau humain. Le cerveau humain, notre mémoire n'est pas un disque dur, elle est reconstructive. Reconstructive. L'analogie qu'ils utilisent, c'est celle du poète. Un poète qui récite un poème appris il y a 50 ans, il va pas chercher un fichier texte dans son cerveau. Il revit le poème. Il le reconstruit, syllabe après syllabe, en suivant le rythme, les sonorités. Le souvenir n'est pas un objet stocké, c'est une action, c'est un chemin qu'on parcourt à nouveau. C'est une idée radicalement différente. On arrête de stocker des fichiers pour se concentrer sur le chemin qui permet de les recréer. Comment on traduit ça en informatique TA? C'est le cœur de leur proposition. Ils l'appellent PTM, pour Phonetic Trajectory Memory, mémoire de trajectoire phonétique. D'accord. L'idée, c'est d'arrêter de voir le texte comme une succession de briques, de mots, et de le traiter comme un signal continu. Ils encodent le chemin qui relie les mots, pas les mots eux-mêmes. Une trajectoire. Mais une trajectoire, ça se déplace quelque part. Où est-ce que ce signal voyage?
Il voyage sur un objet mathématique assez fascinant, un hypertore. Un hypertore. Pour se le représenter, l'article propose une image. Imaginez un donut, mais en plusieurs dimensions. D'accord. Ce qui est incroyable avec cet objet, c'est qu'il est fini, il a une surface limitée, mais il peut contenir une trajectoire de longueur infinie, Sans jamais se couper elle-même. sans jamais se couper elle-même. Attendez, ça me paraît contre-intuitif. Comment une chose infinie peut tenir dans un espace fini? C'est toute la beauté du concept. Pour comprendre, revenons à l'image du donut. Imaginez un point qui se déplace à sa surface. Ok, je suis le point. À chaque pas, vous tournez d'un certain angle. Si cet angle est simple, disons un quart de tour à chaque fois, Au bout de 4 pas, je suis revenu au point de départ. exactement, le chemin forme une boucle fermée. Fini. La mémoire se répète et s'écrase elle-même. C'est l'impasse actuelle. D'accord, donc si l'angle est simple, on tourne en rond. Mais si on choisit un angle qui, par définition, ne peut jamais retomber sur son point de départ, c'est ça l'astuce. C'est exactement ça l'astuce. Si on choisit un angle de rotation irrationnel, Irrationnel. basé par exemple sur la racine carrée d'un nombre premier, un nombre avec une infinité de décimales non périodiques, Ah, d'accord. alors la trajectoire ne se refermera jamais. Jamais. Elle va continuer à s'enrouler sur la surface du tore, de plus en plus densément, sans jamais passer 2 fois exactement au même endroit. C'est une garantie mathématique. Oui, on peut y encoder une séquence infinie dans un espace de taille fixe, sans aucune collision. La mémoire ne sature plus. C'est fou comme idée. On utilise un objet fini pour stocker une quantité infinie d'informations. Ça relève presque de la magie. Un peu. Mais d'accord, je comprends l'idée de la trajectoire infinie, c'est presque poétique. Mais concrètement, comment le système retrouve une information précise? Ce n'est plus une base de données où on peut faire une recherche. Et c'est là l'idée la plus puissante. La récupération n'est plus une recherche, c'est une résonance. Une résonance? Oui, il faut imaginer l'intersection de 2 champs. Le premier champ est généré par l'IA elle-même. C'est le champ sémantique. C'est-à-dire la logique de la phrase. Voilà. Après, le bateau s'approcha lentement de la... Le modèle sait que des mots comme plage, rivage ou côte sont plausibles. C'est ce qui devrait être dit. D'accord, ça c'est la partie intelligence. Et le deuxième champ, c'est la mémoire. Exactement. C'est la trace acoustique fournie par la mémoire PTM. Le système ne se souvient pas du mot côte comme une suite de lettres. Il se souvient de sa forme sonore, de sa vibration. De sa place sur la trajectoire. C'est ça. Du coup, il va générer des candidats qui sont phonétiquement similaires. Des mots qui sonnent comme post, toast ou ghost. Donc d'un côté, le modèle dit, logiquement, le mot devrait être un lieu près de l'eau. Oui. Et de l'autre, la mémoire PTM dit « je me souviens d'un son qui ressemble à côte Et quand les deux se croisent, paf, on a le mot côte. ». C'est la parfaite illustration. Le vrai souvenir, côte, est le point unique où la plausibilité sémantique et la mémoire physique se superposent. La mémoire PTM agit comme un filtre surpuissant contre les hallucinations. Elle force l'IA à rester fidèle à ce qui a réellement été dit. Pas seulement à ce qui est plausible, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que tout le texte est transformé en ce signal un peu flou? Qu'est-ce qui se passe avec les infos cruciales? Un nom propre, un chiffre. On veut pas que Einstein devienne Gemstone. C'est une excellente question et les auteurs y ont pensé. L'approche est très pragmatique. Ah, Ils ont créé un système hybride, à 2 phases, un peu comme la matière. solide et liquide. Exactement. Les informations critiques, ils les appellent les encres. Noms propres, chiffres, jargon. D'accord. Celles-là sont conservées dans une mémoire classique. Ce sont les piliers du contexte. C'est la phase solide. Et le reste? Tout le reste, les ponts, c'est le tissu conjonctif du langage, les articles, les prépositions, les verbes courants. Ça représente 80% du texte. Et ça devient la phase liquide. Oui, transformé en signal phonétique sur l'hypertore. Et c'est là qu'ils atteignent des taux de compression hallucinants, plus de 3000 fois. On ne stocke que les piliers et on reconstruit les ponts qui les relient. C'est l'idée. Alors, la théorie est belle, mais est-ce que ça marche en pratique? Quels sont les résultats? Les résultats sont, sans exagérer, assez spectaculaires. Ah oui, Le premier point, c'est la stabilité. Ils ont testé la récupération sur un texte de 20 000 mots. ce qui est déjà conséquent, hein? Très. Et ce qu'ils observent, c'est que contrairement au modèle classique où la mémoire lointaine s'estompe, ici, la précision reste sur un plateau. Un plateau rare, oui. Oui, un plateau remarquablement stable, autour de 90%.
Un mot dit au début est rappelé avec la même clarté qu'un mot dit à la fin. L'information ne se dégrade pas avec le temps. Impressionnant. Et puis il y a ce test qu'ils ont appelé la marche à l'aveugle. Rien que le nom, pour moi, c'est le résultat le plus fou de l'article. Ah oui, quand j'ai lu ce passage, j'ai dû le relire plusieurs fois. C'est là qu'on sent qu'ils tiennent quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'expérience est simple et radicale. Ils ont supprimé 100% de la mémoire solide. Ils ont enlevé toutes les encres. Attendez, ça veut dire que le système n'avait plus aucun nom, aucun chiffre, aucun fait concret, juste la mélodie de la conversation? Précisément, uniquement la trajectoire phonétique. Et le résultat est stupéfiant. Le système a réussi à reconstruire le texte avec 83,58% de précision. C'est incroyable. Ça prouve que le signal sonore à lui seul porte l'essentiel du sens et de la structure narrative. C'est une découverte majeure. Et les erreurs? Les 17% restants? C'est du charabia? Pas du tout. Et c'est ça qui est révélateur. Le système ne se trompe pas au hasard. Il souffre de ce qu'on pourrait appeler une agnosie orthographique. Une agnosie orthographique. Il se trompe sur l'orthographe, pas sur le son. Donnez-moi un exemple. Dans le papier, le mot Kings, roi, est reconstruit comme zinc. Ah oui, phonétiquement, c'est très proche. Refusé devient profus. Le système se souvient parfaitement des objets du récit, les noms, mais il a tendance à marmonner les actions, les verbes, qui sont plus ambigus phonétiquement. C'est fascinant. C'est une mémoire qui ressemble beaucoup plus à la nôtre, qui peut se tromper sur un détail, mais qui garde le fil de l'histoire. Et en termes de vitesse, C'est l'autre point clé. La gestion de la mémoire, l'encodage sur le tore, ça prend quelques microsecondes, c'est quasi instantané. et la récupération? Elle se fait en temps constant, ça prend le même temps de se souvenir d'un truc dit il y a 5 secondes ou il y a 5 jours. La taille du contexte n'a plus d'impact. Donc le coût change de nature. Exactement, on passe d'un coût de capital énorme, acheter des tonnes de VRAM, à un coût opérationnel, un peu de calcul pour reconstruire le souvenir au vol. Donc si on devait résumer la rupture, c'est qu'on arrête de voir la mémoire comme un problème de stockage. Pour la traiter comme un problème de traitement du signal. C'est ça. On accepte d'échanger une exactitude orthographique parfaite contre une mémoire au contexte infini, accessible instantanément. Même si elle est parfois un peu floue sur les bords. C'est le compromis. Et ça définit les limites de l'approche, j'imagine. Tout à fait. Il y a ce que les auteurs appellent la barrière de la précision. Cette technologie n'est pas encore faite pour les domaines où chaque lettre compte. Pas pour des contrats légaux ou des prescriptions médicales. Non, pas demain. Elle est conçue pour capturer l'esprit de la loi, mais elle peut encore se tromper sur la lettre de la loi. Mais elle ouvre la voie à un tout nouveau type d'IA. Des IA qui se souviennent un peu plus comme nous. Reconstructive, qui préserve le sens global. Une mémoire qui n'est pas une base de données parfaite, mais qui pourrait devenir un vrai partenaire de pensée? Exactement. Ça change la nature de notre relation avec la machine. Elle devient moins un oracle infaillible et plus un système qui résonne à nos côtés avec une mémoire imparfaite mais immense. L'article se termine sur une phrase qui, je trouve, donne beaucoup à réfléchir. Le défi n'est plus de se souvenir plus, mais de mieux écouter. Si la mémoire d'une IA devient faillible, reconstructive, comme la nôtre, comment ça change notre interaction avec elle? Si elle peut se tromper sur un mot, mais ne jamais perdre le fil d'une conversation qui dure des heures, est-ce que ça en fait un collaborateur plus intuitif, plus créatif? C'est toute la question. Quelles nouvelles possibilités et quel nouveau type d'erreurs fascinantes ça pourrait débloquer? C'est une question qui reste ouverte.